On va voir aujourd'hui comment faire évoluer les cadres de la profession elle-même, comment faire évoluer vos modèles d'organisation, vos modèles d'activité et de performance. On va se mettre à l'échelle de vos organisations aujourd'hui et de votre profession. On va le faire dans un premier temps d'actualité pour voir comment aujourd'hui les cadres de la profession qui est la vôtre peuvent évoluer, comment l'activité de votre profession aussi évolue. Et puis dans un deuxième temps, on entamera en fin de matinée ce format nouveau lors de cette convention, celui des masterclass, format qui va nous permettre de voir justement comment mobiliser de nouveaux outils de gestion, de nouveaux outils d'organisation à l'échelle de vos structures pour améliorer l'activité, améliorer la performance. On aura des experts, on aura des utilisateurs aussi qui nous en parleront. On va tout de suite commencer avec la séquence traditionnelle d'actualité, actualité de la profession, avec quelques dossiers clés et de bonnes nouvelles, puisque certains de ces dossiers avancent, je dirais enfin. Pour en parler, sous vos applaudissements matinaux mais nourris, nous accueillons Olivier Assier, Anthony Poirel et Christian Menzato. Il n'y a pas de plan de table. Alors, Olivier Assier, coprésident de la FNMS, Anthony Poirel, Christian Menzato de la CNSA sont avec nous. Et on va évoquer trois dossiers qui reviennent année après année. Le cas du bariatrique, bien évidemment, où on en est et comment les choses évoluent à ce niveau-là. Et puis deux dossiers importants autour de la formation, autour de l'attractivité des métiers. Celui qui relaie une demande récurrente de la profession sur la mise en place du permis probatoire et celui sur la mise en œuvre de cette VAE, validation des acquis d'expérience. Et on va voir comment ces deux dossiers-là déjà évoluent avec l'un de ceux qui portent ce dossier avec ferveur et expertise, c'est Anthony Poirel qui est avec nous. On va commencer avec vous et donc avec deux plutôt bonnes nouvelles sur ces deux dossiers-là, en commençant par le permis probatoire. On sait que vos professions réclament ce permis probatoire depuis longtemps pour les élèves en formation de DE. Les discussions avec la DGOS ont avancé. Un accord aujourd'hui apparaît, a été posé un petit peu. On va voir sur un slide un peu le cadre de cet accord tel qu'il est posé. Je vais avancer un peu. Et pendant que ça s'installe, qu'est-ce qui a fait que ce dossier avec la DGOS a enfin pu avancer et qu'un accord a enfin pu voir le jour? Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Effectivement, Régis, aujourd'hui les dossiers ont été validés. On a des points d'accord entre la DGOS et donc les fédérations. J'ai envie de dire qu'on a une avancée significative, encore trop lente à notre goût, parce que ça fait quand même quelques années maintenant, ça fait 3-4 ans qu'on est sur ces dossiers-là. Alors si le dossier il a pu avancer aujourd'hui, déjà c'est par rapport à la mobilisation constante des fédérations qui n'ont eu de cesse que on va dire presque de harceler la DGOS pour qu'on puisse avoir nos groupes de travail, pour qu'on puisse avancer sur ces points. Et j'ai envie de dire aussi, il y avait urgence que ça avance. Rappelez-vous quand même la condition de nos entreprises à la fin de la période Covid, donc post-Covid, où on avait quand même au niveau de nos effectifs un besoin croissant d'ambulanciers. Et on parlait à l'époque de 15 000 postes vacants dans la profession. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde les statistiques sur l'effectif de moins de 25 ans dans nos entreprises, c'est à peu près 3% de nos effectifs. Donc il y avait un réel problème, et le problème il a été identifié. C'est cette barrière du permis probatoire qui empêchait toute cette jeunesse de venir de nous rejoindre, qui pour certains avaient une véritable vocation de notre profession. Et forcément, ce permis probatoire était bloquant. Et ils prenaient une autre orientation professionnelle et on ne les revoyait plus. Et puis, on a aussi besoin, quelque part, c'était aussi une question d'équité par rapport à d'autres branches du secteur du transport, où la dérogation au permis probatoire est déjà autorisée. Alors, ce permis probatoire, il devrait entrer en action. Quels sont les grands axes de l'accord? On les voit s'afficher à l'écran. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous tracer un peu comment il va se mettre en place et pour qui?
Oui, alors les grands axes, hein, les points importants, en fait, c'est déjà la possibilité d'intégrer dans le cadre d'une alternance la formation au diplôme d'État. Donc ça, c'est vraiment un axe très important. Ce qui permettra donc aux candidats d'intégrer cette formation, d'être toujours en période probatoire. Et pendant cette formation, eh bien, il va suivre un module renforcé à la conduite qui sera à peu près de 35 heures. Quand on sait que dans le permis de conduire basique, c'est 24 heures de leçon de conduite, là on a un véritable renforcement de la conduite. Par contre, ce candidat ne pourra pas, pendant cette période probatoire, conduire des véhicules dans le cadre de l'urgence. Juste un petit point aussi que j'aimerais préciser, hein, vous le voyez au niveau du slide, c'est que cette dérogation au permis probatoire ne sera pas effective pour l'auxiliaire ambulancier. Ouais. Ça devrait rentrer en action, si je puis dire, à partir de quand? Puisqu'il faut que ça rentre à la rentrée, un peu évidemment de formation, puisque donc l'accord est là. La DGOS est d'accord, vous êtes d'accord, il manque quoi? Eh bien, il manque la signature du ministre. Ah, donc il manque le ministre donc, aussi. Effectivement, donc les dossiers sont validés hein, sur tous les points, comme on l'a dit. Depuis février-mars. Oui, alors chaque année, on nous dit que ça va sortir pour la rentrée de septembre. On a bon espoir que ça se fasse sur 2026. Là, pour cette année, c'est mort. Hein. Puis, comme vous l'avez pu tous le constater, aujourd'hui, on a un petit peu d'instabilité politique. Les ministres changent régulièrement. Donc, le texte de loi est sur le bureau. Il attend la signature. Et une fois qu'il sera publié, on pourra appliquer. Donc si quelqu'un a accès au bureau du ministre, il peut mettre le parapheur en haut de la pile. Un autre dossier majeur, il est clé, c'est évidemment la VAE. Là aussi, c'est une bataille de longtemps pour ouvrir cette validation des acquis de l'expérience et ouvrir l'accès un peu à la formation de la profession. Il y avait un des grands points de débat, on voit un peu les axes sur lesquels vous êtes accordés avec la DGOS, c'est de vraies avancées. Un des points clés concernait les publics concernés. Quels sont les publics qui vont être couverts par l'accord tel qu'il est formalisé là? Oui, alors nous, on avait notre vision purement ambulancière, c'est-à-dire que pour nous, la VAE, elle était destinée à nos auxiliaires ambulanciers qu'on pouvait donc former dans le cadre de cette validation des acquis. Sauf que la VAE, c'est pas que pour les ambulanciers. Et avec la réforme de 2022, en fait, qui peut prétendre à cette formation? C'est toute personne qui va justifier, enfin simplement justifier, d'une activité en lien avec la certification visée, une activité qui soit professionnelle ou bénévole. Elle se passera comment, cette VAE, et en quoi elle va consister aussi, puisque du coup c'est une VAE partielle hein, qui va être mise en place? Oui, tout à fait. Hein. On a opté avec la DGOS pour une VAE partielle, puisque on ne voulait pas qu'on puisse brader notre diplôme d'État simplement sur un papier. On transporte des patients, donc on est des professionnels de santé, et il était important qu'on puisse avoir un peu des garde-fous comme ça qui nous permettent en fait d'avoir un vrai diplôme d'État, même s'il passe par la VAE. Donc comment ça va se passer concrètement? Vous le voyez à l'écran. Vous avez plusieurs points. Donc, on l'a vu, le public, c'est toute personne qui justifie d'une expérience. Ce candidat donc, va préparer un dossier. Pour préparer ce dossier, il peut avoir aussi recours à un architecte de parcours, qui est même fortement conseillé, et c'est aussi un point sur lequel nous, au niveau fédération, on insiste, parce que cet architecte de parcours permet au candidat de préparer un dossier complet en lien avec on va dire le diplôme, la certification visée. Et c'est un gain de temps énorme. Donc ce candidat, lorsque son dossier est rempli, en fait, il va déposer ce dossier-là auprès d'un jury de faisabilité. Ce jury, il a pour but de vérifier la cohérence du projet. Une fois que le jury valide,
il passe devant ce qu'on appelle un jury de validation. Et c'est ce jury de validation qui va va évaluer le dossier et valider en fait le fait des parties, on va dire, acquis par rapport à son expérience, et également décider de quel bloc le candidat va devoir Oui, parce se que former. comme elle est partielle, il va falloir repasser, quel que soit le Exactement. profil, un certain nombre de blocs, que ce soit les juridiques, que ce soit ou autre. Voilà, tout à fait. Hein. Une fois que le jury de validation a évalué le candidat, eh bien, suivant son parcours professionnel, suivant son dossier, on a les différents blocs qui composent le diplôme d'État, le bloc 1 et 2, le 3, L4, L5, en sachant que le bloc 1 et 2, relatif donc aux soins, ne sera accessible sur dossier uniquement qu'aux professionnels de santé avec un exercice récent de la profession. Donc ça aussi, pareil, c'est un garde-fou, c'est-à-dire que quiconque vient en dehors du milieu de la santé devra repasser ces blocs, ou du moins les passer, pas les repasser, mais les passer. Ouais. Ensuite, on a les blocs 3 et 4 qui sont donc relatifs au transport. Là, on pourra les valider sur dossier uniquement pour des professionnels du transport. Là, on va retrouver par exemple nos auxiliaires ambulanciers qui, eux, pourront le valider sur dossier puisqu'ils auront déjà une expérience par rapport à ça. Et ensuite, donc, on a le bloc 5 où on va trouver chez nous tout ce qui est réglementation qui, là, va pouvoir être accessible à tous sur dossier. Mais à chaque fois, suivant l'origine professionnelle ou bénévole du candidat, eh bien, le jury de validation décidera quels sont les blocs qui devront être validés et suivre cette formation. À noter que vous avez obtenu le fait que la validation ne passe pas que par les DRETS. Ça, c'est quelque chose d'important. Oui. Au niveau des différents jurys, ils seront composés de l'organisme de formation, l'organisme de certification et également d'un professionnel du transport sanitaire, ce qui permet à chaque étape que la profession puisse être représentée et se fasse entendre. Et aujourd'hui, on a également, alors sous réserve d'une validation juridique, la possibilité que les OF, donc les organismes de formation, puissent valider également ces VAE, ce qui nous fera gagner un temps considérable. Oui, ça évite les mois un peu d'attente quand il faut renvoyer le dossier pour validation. Olivier, alors là, le dossier, pour le dire, on est dans le même schéma que le probatoire, hein, c'est un parapheur sur le bureau d'un ministre qu'on attend pour que tout ça se mette en route aussi. Olivier, quel regard vous avez sur ces avancées-là et quelle vigilance vous avez aussi dessus, si je puis dire? Alors, permis probatoire, vieux sujet, mais vieux sujet qui est un vrai sujet, permettant à nos jeunes et pour certains d'entre nous, à nos enfants, de rentrer plus vite dans la vie active par un métier, on va dire passion. Et on connaît d'autres activités professionnelles ou extra-professionnelles qui ouvrent la porte dès l'adolescence. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Après, libre à chacun d'entre nous de croire et de recruter ces jeunes-là. Une restriction tout de même pour les transports d'urgence pour éviter quelques déviances qu'on pourrait imaginer par rapport à cette jeunesse. Et puis, une réflexion là aussi, parce que quand Anthony vous a dit que l'auxiliaire ambulancier était exclu, j'en ai vu certains d'entre vous bouger la tête. Comprenez qu'aujourd'hui, ce permis probatoire, il est ouvert au titre du diplôme d'État. L'auxiliaire ambulancier n'étant pas un diplôme d'État, il n'était pas possible de le mettre dans le même cursus. Par contre, on peut imaginer que d'ici quelques années, avec un constat d'une réelle efficacité de ces jeunes qui peuvent rentrer en formation dès 18 ans, on va donc se retrouver avec peut-être une porte ouverte vers l'auxiliaire et de dire ça a marché pour les DEA, pourquoi ça ne marcherait pas pour l'auxiliaire ambulancier. Donc souhaitons maintenant une stabilité politique de notre pays et que ces dossiers passent, parce qu'on verra qu'il n'y a pas que ce dossier qui est en attente. Et la VAE? Et sur la VAE,
là aussi, alors ça par contre la VE c'est un sujet qui est porté par tant de professions. Je rajouterai juste en complément de ce qu'a dit Anthony, c'est que la sécurité qui va nous amener, qui va nous rassurer, pardon, c'est le fait que ce jury constitué d'un professionnel et d'autres personnes compétentes va nous permettre un petit peu de limiter. Parce que le risque qu'on pouvait avoir par rapport à ça, c'est que tout le monde ouvre la porte et moi je prétends à une VAE, je veux rentrer. Donc c'est pour ça que là aussi, vous avez, chacun d'entre vous, suivant vos disponibilités et l'intérêt que vous y trouvez, de participer dans les IFA, à rentrer dans ces jurys et d'y être de façon sérieuse pour dire à un moment, attends, moi je veux avoir un œil dessus, hein. Moi je ne veux pas laisser rentrer n'importe qui. Incitatif mais sélectif. Exactement. Le troisième dossier clé, alors, concerne le bariatrique. Alors, bariatrique, on sait que là aussi, on en a parlé l'année dernière, hein, c'est un sujet important. C'est un groupe de travail avec la DGOS qui s'est engagé. On va passer la petite zapette, si possible, à Christian, parce qu'il va nous présenter un peu tout ça. Sujet important parce que des investissements lourds qui se jouent derrière et en même temps, un cadre qui reste flou et peu incitatif. On l'a évoqué l'année dernière. Christian, je vous laisse nous présenter en quelques minutes, là aussi, le cadre d'évolution. Alors, c'est le bouton vert, normalement, qui fait avancer les choses. Voilà. Les axes que vous avez un peu partagés et sur lesquels vous avez convergé avec la DGOS. Donc enfin, la DGOS s'est emparée du sujet, puisque ça fait quand même déjà très longtemps qu'on est confronté à des problèmes de bariatrie. Il y a eu des tentatives avec de l'argent distribué, on ne sait pas trop comment, dans les années 2010, qui a des hôpitaux, qui a des ambulanciers ou à d'autres, et en fin de compte, se sont enfin emparés du sujet. Donc ils ont demandé une mission à un professeur qui a pu établir un référentiel. Et en fin de compte, la DGOS devait mettre à son agenda en septembre 2024 ce thème. Et on n'a pas pu participer aux travaux faute de dissolution. Donc en fin de compte, on a la crainte qu'effectivement on retombe dans le même travers cet automne. Toujours est-il que ce référentiel, il comporte des zones intéressantes et des zones que l'on a besoin de travailler parce qu'en fin de compte, on a été consulté mais pas concerté. Et il y a des axes qui peuvent être très inquiétants vu la légèreté avec laquelle ça a été traité. C'est très facile pour un professeur en médecine de traiter de tout ce qui a trait aux malades, mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a qu'un ambulancier qui est capable de traiter l'environnement dans la prise en charge. Et c'est de là où on a besoin de notre expertise. Donc en fin de compte, la convention de tiers payant, elle prévoit un axe bariatrique. Cet axe bariatrique, on n'a toujours pas commencé à travailler puisqu'on attend toujours ce référentiel technique et on ne sait pas ce qu'ils vont publier. Est-ce qu'ils ont tenu compte de nos propositions ou non? Donc c'est très difficile d'engager des travaux avec l'assurance maladie tant qu'on n'a pas une vision extrêmement claire. La situation, c'est qu'on a quand même 17% de la population qui est en situation d'obésité, ce qui représente pour l'obésité sévère et massive 1,5 million de personnes. C'est pas neutre et on a des territoires qui sont fortement exposés, donc on a pu développer des offres sans avoir de cadre vraiment réglementaire ou même financier, c'est ce qui pose problème. Il y a des CSO, hein, des centres spécialisés de l'obésité, et la moitié de ces centres jugent qu'effectivement l'offre de transport n'est pas suffisante et adaptée. C'est ça qui pose la problématique parce que chacun y est allé de son investissement, du petit matériel, du gros matériel, des moyens de levage, et c'est pas adapté. Donc en fin de compte, l'État s'est dit, oh, il y a urgence. Donc comme il y a urgence et qu'on n'est pas capable d'aller vite, on a pu le noter tout au long de cette dernière journée et hier, eh bien en fin de compte, on demande aux ARS de s'emparer du sujet et de mettre en place des AMI. Donc une appel à manifestation d'intérêt, et donc là on va distribuer encore de l'argent avec un cadre extrêmement rigide pour certains départements. D'autres où il va y avoir de l'activité, ça pose moins de problèmes, puisqu'en fin de compte, on aura un retour sur investissement. Mais là où il n'y a pas de retour sur investissement, on distribue de l'argent sans savoir si ça va être efficace, avec des contraintes, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et on n'a pas la certitude que le service sera réellement rentable. Alors, le bouton, hop, vert. Donc le référentiel proposé, pardon, je vous laisse. Oui.
J'appuie, mais ça fonctionne pas. C'est le gros vert, pardon. Donc, dans ce référentiel technique, c'est à ça qu'il faut s'attacher, et c'est sur ce point-là qu'on a été assez critique. Sur le cadrage, on a fait des constats, mais sur le référentiel technique, on a une définition du transport bariatrique. Alors bien sûr, on parle très intéressante parce que là aussi, hein, c'est comme tout, quand on prend la définition du transport sanitaire et qu'on la décline avec des mots-clés, on arrive à retrouver tout ce qui fait l'essence même de notre réglementation. Et sur le bariatrique, il faut qu'on fasse la même chose, sauf qu'ils ne sont pas allés assez loin, à mon sens, dans ce référentiel technique. Donc transport sanitaire, pas de souci. Matériel adapté, mais quand on voit la liste du matériel qu'ils proposent, ce n'est pas adapté du tout. Alors oui, c'est adapté aux besoins de la personne, un matelas bariatrique, une attelle bariatrique, très bien. Mais il y a quand même tout un tas d'autres matériels qui vont permettre de prendre en charge le malade, et on voit bien qu'ils ne maîtrisent pas le sujet. C'est ça qui pose une problématique. Une autre notion extrêmement intéressante, alors bien sûr je ne parle pas du patient obèse puisque c'est le but du référentiel, mais effectivement la sécurité à la fois du patient, mais des personnels qui interviennent. Et donc ça, c'est essentiel parce que pour les négociateurs avec l'assurance maladie, ça veut dire qu'il va falloir prendre en compte ce point pour qu'on n'aille pas négocier à minima une fois de plus. Et que cette dimension, ça soit très importante. Et ça fait l'objet de motivation, de nos revendications hein, sur ce référentiel. On va voir après. Il propose deux logigrammes, enfin un logigramme, et dans ce logigramme, en fin de compte, on se rend compte que là aussi, le logigramme, il n'est basé que sur l'état du patient et son degré d'autonomie. Mais en fin de compte, on a besoin de plus, c'est pas suffisant pour nous. La prise en charge, elle ne se résume pas juste à l'état du patient, c'est pour lui qu'on est là. Mais si on veut intégrer les conditions de sécurité, il faut aller plus loin que ça. Donc en fin de compte, il commence le référentiel en disant bon, ça peut partir à partir de 120 kg pour les gens de petite taille, parce que là, en fin de compte, on va avoir un effet de masse, hein, puisqu'on parle plutôt d'IMC. Une aide à la prescription, mais on voit que là aussi, ça pourrait être un peu plus fouillé. Du matériel personnel, mais ça reste très succinct. Pourquoi ? Parce qu'on aborde le problème de la formation des ambulanciers, mais que par les modules qui sont dans le DEA aujourd'hui. Et effectivement, je pense que ça nécessitera une prise en charge un petit peu plus approfondie, à la fois pour le DEA et aussi en interne dans l'entreprise pour s'adapter au matériel. Donc en fin de compte, il faudra qu'on soit un peu plus pertinent dans la mise en œuvre. Et puis le rôle des ARS, pourquoi ? Parce que le référentiel, il dit que quand on est sur une prise en charge d'un patient de plus de 240 kg, eh bien c'est l'ARS qui doit devenir en gros le maître d'œuvre de cette prise en charge. Donc est-ce qu'il y aura des administrateurs de garde qui seront là pour venir à toute heure du jour et de la nuit pour dire comment on doit prendre en charge quelqu'un de plus de 240 kg, qui vont donner, est-ce qu'ils auront autorité pour donner des instructions au SAMU, au SDIS, voilà, bon, alors c'est pas que ça peut prêter à sourire peut-être, mais voilà, toujours est-il que le référentiel, on voit bien qu'il a été écrit d'une façon purement administrative. Est-ce qu'on peut aller voir les demandes que vous avez, vous, par rapport Oui, à c'est ça, j'essaye, mais je suis désolé, ça n'avance pas. Alors, c'est toujours le bouton vert, hein, toujours. Celui-ci ? Ouais, le vert. J'ai beau appuyer, mais voilà, c'est ça. Définition de l'IMC, pour bien comprendre de quoi on parle, avant de parler à nos demandes, et je vais aller très vite. Effectivement, on parle d'IMC, on ne parle pas de poids. Parce qu'effectivement, 120 kg pour quelqu'un qui fait 1,20 m, c'est énorme hein, en termes de masse. Et effectivement, on aura besoin d'un brancard spécialisé. Par contre, 2,30 m pour 150 kg, en fin de compte, c'est quelqu'un de fluet. Voilà. Alors que 150 kg, on est déjà dans une classification telle que ça a été prévu. Donc là, qu'est-ce que l'on demande ? On demande à ce que soit pris en compte l'environnement. Parce que si on ne tient pas compte de l'environnement dans la PMT, eh bien, en fin de compte, ça change tout. Est-ce que, effectivement, ce degré d'autonomie du patient, il est capable d'accéder seul au brancard, ou est-ce qu'il y a portage ou brancardage ? Parce que là, ça change tout, à la fois sur le matériel de prise en charge, sur les techniques et le nombre de bras qu'il faudra. Et ce que l'on aurait voulu, c'est qu'effectivement, on puisse profiter, là aussi, de ce référentiel pour qu'on traite notre problème au-delà 110 kg, puisque sans avis médical du médecin du travail, on ne peut pas dépasser 55 kg pour un homme. Et donc ça peut poser problème, parce qu'en plus, on ne parle même pas des équipages mixtes. Hein. Mais voilà, alors quand on va être sur du bariatrique, parce qu'on a vu dans la définition que ça pouvait être
dans l'urgence ou non. En dehors de l'urgence, ça peut se cadrer, ça peut se préparer, mais dans l'urgence, ça va être beaucoup plus compliqué, notamment si c'est une prise en charge nocturne. Donc en fin de compte, nous, on a proposé 2 logigrammes, voilà, qui reprend en gros, par contradiction un petit peu, ce qui avait été fait en disant on tient compte de l'environnement. Est-ce que la personne est autonome ou pas autonome, et est-ce qu'il y aura portage ou pas, et que de fait, si on a un étage, qu'il faille descendre la personne, eh bien en fonction du poids, on passe automatiquement sur la prescription de 2 ambulanciers supplémentaires et que quand on est au-delà 140 kg, eh bien effectivement, on puisse dire là, il faut 4 personnes supplémentaires, qu'on a un équipage de 6, mais que ce soit quasi automatique. Et effectivement, on peut aller jusqu'au prolongement vu précédemment. Si quelqu'un nécessite de défoncer une façade, un élévateur, enfin l'intervention du SDIS ou du SMUR ou autre, eh bien effectivement, qu'il y ait un administrateur de garde qui soit prévu par l'ARS, pourquoi pas, c'est pas gênant, mais ça fera l'objet de renforts supplémentaires. Donc voilà en gros tout ce que l'on peut dire à ce stade sur le bariatrique, puisque là aussi, on sait que le référentiel, visiblement, il est sur le bureau du ministre, il n'a pas été signé et qu'on est toujours en attente. Voilà, nous on avait fait un petit tableau en interne pour arriver à dire préparons la négociation de demain, parce que c'est ça aussi, donc ceux qui font du bariatrique puissent nous dire voilà quelle situation j'ai rencontré sur un environnement, un poids, un IMC, et que l'on puisse dire voilà le tarif que j'applique, parce que les négociateurs demain vont avoir besoin de références pour arriver à dire à l'assurance maladie c'est pas le moins 10 ans pour le bariatrique qu'on a l'habitude de faire. Merci beaucoup pour c'est très clair et très complet. On a sur ces 3 dossiers-là un aperçu un peu global. Des quelques minutes qui nous restent, je voudrais aussi qu'on prenne peut-être quelques questions, quelques réactions de la salle sur ces différents sujets. Est-ce qu'il y a des... Oui, le micro vient à vous et sinon c'est moi qui viens du coup. C'est pas mal, hein, le matin, ça me fait bouger un peu. Bonjour à tous. Lionel Venturi, FNMS. Je suis... alors déjà, je suis content parce qu'il y a de l'avancée. Permis probatoire, c'est essentiel pour qu'on soit un vrai métier à l'entrée. Par contre, quid de nos alternants auxiliaires qui vont être DEA, puisqu'on en a qui font de l'urgence. Ça veut dire que si on les sort de l'urgence sur la conduite, ce que je peux entendre, parce que j'ai été ambulancier SMUR, pompier et tout, on sait qu'en urgence, on ne peut pas se permettre tout et n'importe quoi. Notre auxiliaire, actuellement, il passe le DEA, mais il fait office aussi de conducteur et participe à l'urgence. Et il y a un truc un peu qui vient se contredire, c'est je ne donne pas accès au permis probatoire à l'auxiliaire, mais dans l'alternance, ça veut dire quoi? C'est qu'il n'y a plus d'alternance, on se contente juste du DEA en continu. Est-ce que ça, on y a pensé? Oui, alors si j'ai bien compris la question, vous parlez de l'auxiliaire qui est en formation classique ou dans le cadre d'un auxiliaire qui rentre enfin, déjà, un auxiliaire ne peut pas rentrer en alternance avec le permis probatoire. Alors, non, mais il ne peut pas déjà être dans notre profession, c'est ça que je veux dire. Alors, je l'entends, mais là actuellement nos auxiliaires conduisent en urgence. Ceux qui vont au DEA, ils ont déjà le diplôme d'auxiliaire, ils le passent à l'entrée, oui. Et après ils font office d'auxiliaire tout en passant. Oui, parce qu'ils ont 3 ans de permis. Oui, mais là dans ce cas-là, comment ça se passe? Oui, j'ai compris. Ben, aujourd'hui, la limitation se portera sur ces missions d'urgence. Oui. Parce que par définition, du moment où il ne conduira pas, ça voudra dire qu'il est derrière. Et s'il est derrière avec le patient, ou il a un patient stabilisé, et la surveillance finalement, c'est lui qui la fera, avec ses compétences et un accord avec le DEA qui lui dira bon, s'il y a un problème, tu le dis, on s'arrête vite. Mais dans l'idée, c'est qu'il fera du transport sanitaire dit classique. Alors, et messieurs, puisqu'on y est, est-ce qu'on ne peut pas servir de cette brèche pour ouvrir éventuellement plus tard à l'auxiliaire? C'est l'idée. C'est l'idée. Mais là aussi, une fois de plus, je pense que cet accès ne sera pas peut-être permis à toutes les entreprises, ou toutes les entreprises ne se l'approprieront pas. Donc, de fait,
il va falloir mener une période là aussi d'expérimentation, on peut le dire comme ça. Complément, si on l'ouvre à l'auxiliaire, ça reste le même champ ministériel ou on change de champ ministériel? Justement, c'est que là, sur le diplômé d'État, on reste sur le ministère de la Santé. Si on bascule sur l'auxiliaire, c'est le ministère de l'Intérieur. Et là, les couloirs, ils sont beaucoup plus difficiles, enfin les portes sont beaucoup plus difficiles à ouvrir. Et c'est d'ailleurs, parce qu'on l'a évoqué en réunion avec la DGOS, hein, cette possibilité de le mettre aussi pour l'auxiliaire, cette dérogation de la mettre pour l'auxiliaire. Sauf que le ministère de l'Intérieur, on n'a pas nos entrées, les portes sont difficilement ouvrables, et même entre ministères, c'est compliqué. Donc moi, j'y crois pas trop pour l'auxiliaire. On va essayer, mais j'y crois pas trop. Et un point aussi sur le bariatrique, puisque je suis équipé en bariatrique. Moi, j'y crois pas à l'ARS, un référent ARS ou quelqu'un qui va être de garde, d'astreinte pour l'organiser. Je fais du très lourd, hein, si on peut parler comme ça. Ben, je deviens acteur et je propose aux établissements de santé ou aux patients même de me déplacer sur les lieux pour aller voir la situation, l'environnement. Et aussi, il peut être amené à ce que le personnel, avec l'aide des pompiers parfois, soit le grimpe, l'échelle, il démonte des meubles, des portes. Et tout ça, il faut le prendre en compte. Et là où je vous rejoins, c'est que demain, il va falloir en faire une spécialité, au même titre que certaines spécialités chez les pompiers. Parce que dans le jargon, on se dit toujours, le bariatrique, ça ne s'improvise pas, ça se prépare. Et surtout quand c'est pour faire du domicile. Parce qu'on pense à la descente du patient, mais selon l'endroit, quand il faut remonter le patient, c'est un peu plus compliqué. Parce que nos chaises à chenilles électriques, elles ne font pas tout non plus. Voilà. Et en tout cas, merci pour cette avancée. Voilà, juste pour le bariatrique, c'est pas antinomique, hein, et peut-être une force d'avoir une validation d'un administrateur qui viendrait simplement valider une proposition qu'on fait. Aujourd'hui, notre difficulté, c'est de faire un devis qui est accepté par qui, on ne sait pas. Le reste à charge, en fonction du territoire, il est pour le patient. Si demain, on arrive à dire, on a des meubles à démonter, on a des portes à enlever, on a une cloison à casser, qu'on ait les compétences ou pas en interne pour le faire, peu importe, mais si ça donne lieu à un bon de commande qui est validé par l'administrateur et que ça donne une prise en charge par l'assurance maladie parce que les négociateurs l'auront obtenu, ça permet de dire qu'on ne s'est pas auto-prescrit. Voilà. C'est en ça où il faudra peut-être voir une articulation, mais on n'est qu'au départ. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle sur... Oui. Micro. Ah bah oui, bien, voilà. Oui, bonjour, Rémi Gagné, ambulancier dans le Var. Moi, c'était par rapport au bariatrique. Donc, on parle du logigramme pour pouvoir déterminer les moyens à mettre en place. Est-ce que c'est les ambulanciers qui auront la maîtrise de ce logigramme ou est-ce que c'est le demandeur ? Parce que bien souvent, on sait que les services, quand ils nous demandent des transports de ce type-là, on biaise toujours un peu, on essaie de diminuer le poids du patient, d'augmenter la mobilité pour éviter d'avoir des factures trop lourdes à payer. Et ça, c'est toujours une contrainte pour nous parce qu'il faut toujours se battre pour faire valoir notre matériel qui est mis à disposition. Et une deuxième petite question aussi, est-ce que les IFA vont suivre derrière sur les formations ? Parce que le matériel qui est mis en place aujourd'hui est de plus en plus complexe. Tous les ans, on voit qu'il y a de l'innovation. Même nous, c'est du matériel qu'on ne connaissait pas jusqu'à présent. Et on n'a pas été formé, finalement. On apprend à l'utiliser au fur et à mesure. Donc, est-ce qu'il va y avoir aussi un suivi au niveau des IFA de ce côté-là ? Donc on est sur la même réponse que précédemment, hein. Le fait qu'il y ait une couverture éventuelle ARS permet de dire on m'a donné une situation, j'arrive sur les lieux, elle n'est pas réelle, je me retourne vers quelqu'un. Et effectivement, c'est plus facile si on peut dire à l'ARS il y a un problème, alors ils constatent comme ils veulent, hein, mais si c'est eux qui sont décisionnaires, en fin de compte, nous on voit dans le référentiel le point intéressant et très important, c'est la sécurité. Et c'est sur ça qu'il faut jouer, alors pas pour survendre des prestations, mais simplement dire, non, là, ça passe pas, on m'a dit 120 kg, non, enfin, on m'a dit 140 kg, il en fait 180. C'est facile de minimiser pour qu'on envoie derrière, c'est de dire, voilà la situation telle qu'elle est, la configuration des lieux, elle est telle que celle-là, il n'y a qu'un colimaçon pour descendre, c'est pas possible de descendre 200 kg par un colimaçon. Donc, en fin de compte, il faudra mettre d'autres moyens. Et ça, si on a une autorité compétente avec un administrateur de garde pour alerter,
on verra derrière. Mais je rappelle, hein, on n'est qu'aux prémices. Maintenant, c'est les négociateurs qui doivent qui doivent prendre conscience de tous ces petits détails pour demain, face à l'assurance maladie dans la négociation, dire voilà, on a une porte de sortie, c'est un échappatoire qui peut être une force pour nous. Je compléterai sur le sujet de la formation en IFA. Bien sûr que oui. Il faut bien s'imaginer que les IFA sont à la disposition des entreprises et de la formation qu'elles attendent de recevoir. De fait, si à un moment on estime que cette formation est nécessaire pour l'utilisation de ces matériels, bien sûr que oui. Après, on aura une question sur le financement de la formation, sur les volumes de candidats par formation qui seront un vrai sujet. Mais bien sûr que oui. Ouais, moi, je rajouterais même que dans tous les dossiers qu'on mène, que ce soit au niveau de la formation, au niveau du bariatrique, on est toujours en lien avec les IFA, c'est-à-dire que on échange. Non, mais c'est pas le propos qui a fait chuter la plante. Hein. Déjà hier, elle a fait on échange régulièrement avec eux. Hein. On étudie les dossiers et généralement, au niveau de l'AFTRAL, hein, puisque c'est notre partenaire de branche, je veux dire, ils sont très réactifs, avec beaucoup de compétences dans tout ce qui est métier du transport. Donc, il n'y a pas de souci. Merci en tous les cas à vous trois, nos trois mousquetaires du petit matin, pour ouvrir ces points d'actualité et nous montrer que les dossiers avancent, même s'il manque encore les ministres pour convertir l'essai.